Bienvenue sur les épisodes du collectif SoWow. SoWow, pour Spreading an Optimistic World of Work, est un think tank sur le futur du travail. Nous explorons et accompagnons les problématiques humaines dans l'entreprise. Nous sommes Sophie, Delphine, Valentine et Léa, et notre mission est d'explorer les transformations du travail. Nous incarnons de nouvelles manières de collaborer. Nous diffusons ces nouvelles pratiques auprès des collaborateurs, des managers et des dirigeants. Nous fédérons toutes celles et ceux qui veulent réfléchir et agir pour le futur du travail. Notre signature ? Diffuser une vision optimiste du monde du travail. Faites avancer vos réflexions et vos actions avec nous. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du collectif SoWow. Je suis Valentine Gattard, j'ai la chance d'être entourée aujourd'hui de Léa Audrin et Étienne et Diane que nous allons vous présenter au cours de cet épisode. Alors comme vous le savez peut-être, cette année on mène une grande étude sur la thématique de comment créer un nouvel équilibre entre talent et entreprise. Et dans cette étude, dans tout ce qu'on a déjà commencé à explorer, il y a un des grands piliers fondamentaux qui est apparu, qui est celui de la co-responsabilité et dont on va vous parler aujourd'hui. Bonjour à tous, bonjour Léa. Bonjour. Bonjour Étienne. Bonjour. Bonjour Diane. Bonjour. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, honneur à toi, Diane. Ah, ok, honneur aux dames. Bonjour, donc Diane, moi je suis ingénieure de formation, chef de projet dans une grande entreprise française et travaillant dans le secteur de l'énergie. Étienne, et moi je suis retraité, et faux retraité comme dit mon médecin. Ça veut dire que depuis quelques années j'ai créé mon entreprise et j'accompagne des organisations, des personnes, des équipes, et avec un mot-clé qui est apprenance. Alors justement, on va parler d'apprenance ensemble. Étienne, tu es docteur en sciences de gestion. Tu as écrit 2 livres sur l'apprenance. Un qui s'appelle L'individu apprenant, la personne apprenante. Et le second, c'est l'équipe apprenante. C'est un terme qui nous a beaucoup intrigués chez SoWow. Est-ce que tu saurais nous donner une définition de ce qu'est l'apprenance et la co-responsabilité, s'il te plaît? Alors, d'un coup, on part dans les concepts. Le mot apprenance, j'aime bien dire que c'est une attitude dynamique, consciente. Et le mot sur lequel je voudrais insister, le mot conscient. Attitude dynamique, consciente. Et c'est ça, ce mot-là, conscient, qui va distinguer le mot apprenance, par exemple, de l'intelligence ou d'autres mots. Ce caractère conscient, ça veut dire que comme personne apprenante, je suis en mesure de verbaliser ce que je suis en train de faire, de mettre des mots sur mon projet, de tracer mon avenir, d'observer ce qui est en train de se passer. Voilà, consciemment. Ça veut dire écrire, verbaliser. C'est ça que ça veut dire le mot conscient. Vous voyez l'importance de ce mot dans cette définition. Et je vais aller plus loin dans cette définition pour dire c'est pratique d'avoir une telle définition, une attitude dynamique consciente pour traiter au mieux les situations complexes dans lesquelles on peut être. C'est super d'avoir une définition comme celle-là, parce que ça marche aussi bien pour une personne apprenante, qui a une posture consciente. Voilà. Et ça marche aussi bien pour une équipe. On va parler d'une équipe apprenante, une équipe qui est capable de mettre des mots sur son fonctionnement. Alors une équipe, toute l'équipe, ça veut dire tous les membres de l'équipe. Voilà, on commence à explorer le thème de l'équipe. Et puis, bien sûr, on peut parler d'organisation apprenante. Et ça veut dire que à l'intérieur de l'organisation, on aura la même définition, la même approche. Cette capacité dans l'organisation à être en projet consciemment sur le futur, à être en dialogue, à observer ce qui se passe, à développer les compétences des uns et des autres. Voilà, le mot compétence est très important ici dans l'organisation apprenante. C'est apprendre, c'est être capable de grandir et se développer. Grandir et se développer, apprendre, apprenance. Et alors justement, pour se développer, comme tu le dis, est-ce qu'il y a plusieurs niveaux de travail ? Oui, il y a des niveaux de travail différents pour la personne, aussi bien que pour l'équipe, que pour l'organisation. D'ailleurs, j'ai
élaborer une représentation, un schéma de l'apprenance qui colle avec une quinzaine de mots-clés qui collent à cette définition et que je viens de donner. Et j'y mets des niveaux différents, des niveaux de décollage, entrée dans l'apprenance. Par exemple, une entrée dans l'apprenance, pour une personne, c'est de tenir son journal. On est déjà dans une capacité à écrire ce qui est en train de se passer pour moi. Vous voyez ? Donc c'est un travail intérieur. Là, on est dans un niveau de travail intérieur. Bon, mais alors il y a d'autres niveaux aussi. Ouais. C'est quoi les autres niveaux alors ? Donc tu viens de dire intérieur. Bon, intériorité. Voilà, c'est une illustration dans l'apprenance. Intériorité, comme tenir son journal, c'est une réflexion personnelle. On voit bien que c'est très en soi. Mais il y a d'autres niveaux. Altérité. Alors, altérité, pour une personne, c'est cette capacité à être avec les autres, à travailler avec les autres, à être en dialogue, à être en communauté. Voilà. Et puis, un troisième niveau, c'est le niveau de réalisation. Quand je dis troisième, c'est systémique, c'est-à-dire il n'y a pas d'ordre là-dedans, hein, mais intériorité, altérité, réalisation. Et réalisation, ça veut dire une personne apprenante est une personne qui se met en projet, se réaliser. On tend vers un futur. Voilà les trois mots-clés, les niveaux, voilà. En quelques mots. Merci beaucoup pour cette présentation de ce concept à tiroir et absolument passionnant et indispensable. Et justement, donc, comme on le disait, le sujet global de la co-responsabilité a émergé, donc de mieux comprendre comment s'en saisir est fondamental. Et pourquoi, selon toi, c'est particulièrement important d'en parler aujourd'hui et pourquoi c'est capital dans une organisation ? Capital de parler de ces sujets, d'apprendre à grandir, égale grandir et se développer, ma définition. Co-responsabilité, bien sûr, oui, c'est capital d'en parler. C'est quoi co-responsabilité ? Chaque personne, acteur au travail, est une personne responsable. Il suffit de voir l'artisan seul devant son œuvre pour se dire la personne au travail doit être dans une responsabilité qui correspond à tout ce travail de l'artisan. Oui, mais on n'est pas seul dans l'organisation. Et aujourd'hui, on ne peut pas se passer de co-responsabilité. On ne peut pas avoir des personnes qui sont les unes à côté des autres à faire très bien leur travail. On n'aura pas l'œuvre collective. Pour avoir l'œuvre collective, il faut y mettre du lien entre les personnes et il faut que ce lien soit de bonne qualité pour permettre la belle réalisation et face aux enjeux d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut plus produire sans intelligence collective. Voilà encore un autre concept puissant. C'est le résultat, l'intelligence collective, de tout ce qu'on est en train de dire, co-responsabilité, apprenance, etc. Intelligence collective, on a besoin dans les organisations de mettre en mouvement les intelligences de chacun pour produire collectivement. Pourquoi ? Parce que le monde est plus complexe, les tâches ne peuvent pas être découpées comme dans le taylorisme. On a été tous formés dans le taylorisme et on est dans le prolongement du taylorisme. Seulement, ça ne marche plus pour le XXIe siècle. On a besoin d'être en reliance entre les tâches pour ensemble inventer des voies du futur plutôt que de résoudre des problèmes comme c'était l'approche du passé. Inventer des voies c'est ce qu'on appelle, encore un autre concept, l'émergence. Essentielle. Moi, j'aurais une question pour toi, Étienne. Dans notre étude, on a rencontré donc 50 dirigeants des RH et on a senti justement que cette démarche d'apprenant, cette démarche de faire ensemble, elle n'était pas toujours évidente. C'était souvent d'ailleurs un point bloquant. En tout cas, les témoignages qu'on a eus nous disaient que c'était pas forcément quelque chose d'aisé. Qu'est-ce qui fait que ce soit quelque chose d'aussi complexe à aller chercher et que tant d'organisations sont en demande de co et ont du mal à le réaliser ? Les réponses sont multiples, je vais en tenter une ou deux et puis Diane, tu peux compléter aussi. Hein, ouais.
Il y en a une qui est ce que je disais juste avant, c'est-à-dire nous avons été formés dans un modèle d'organisation qui est vertical et qui est le taylorisme du début du XXe siècle. Et on a fonctionné et on a appris à être dans les organisations, dans ce fonctionnement d'autorité, de respect de l'autorité, le respect du pouvoir établi vertical venant d'en haut et de la décision venant d'en haut. Ça, c'est une raison. Donc, c'est l'habitude de l'organisation qui a été puissante jusqu'à maintenant et qui fonctionne toujours. Nous sommes toujours dans le prolongement de cette organisation en découpage, en silo, en verticalité. Une première raison. Une autre raison que j'ai envie de donner, c'est la façon d'apprendre que nous avons eue toujours. Dans la plupart des situations, sauf exception, nous avons appris avec cette même façon d'être, c'est-à-dire dans un respect de l'autorité. Nous avons été invités à respecter cette autorité, l'autorité du maître à l'école, de l'enseignant à l'université, et avec des méthodes d'apprentissage qui étaient la transmission du savoir de ceux qui savent vers ceux qui ne savent pas encore. Mmh. Ça, c'est une autre raison pour laquelle c'est si difficile. C'est parce que nous avons été dans un bain imprégné de façons d'apprendre qui sont j'attends qu'on me transmette le savoir. Seulement, il y a une différence entre savoir et connaissance. Transmission du savoir, c'est le savoir établi, universitaire, structuré, etc. Et la connaissance, c'est ce que chacun d'entre nous détenons, qui nous rend capables d'agir. Et cette connaissance, nous l'élaborons à partir des savoirs transmis, des savoirs que je vais chercher. C'est tellement facile aujourd'hui d'aller chercher des savoirs tout près sur Internet. On l'a à disposition aussi. Et puis aussi des expériences que nous pouvons avoir. Et c'est relier tout ça qui fait la connaissance chez chacun. Donc, il y a de la valeur dans la connaissance de chacun. Pourquoi s'en priver? Donc, mais nous ne sommes pas habitués à rendre possible l'expression de chacun. Et donc, voilà, c'est une deuxième explication à la difficulté de changer les organisations. Et alors justement, Diane, toi, avec ton expérience, Étienne nous parlait tout à l'heure de mettre de la conscience dans ce que l'on fait pour avancer sur tous ces sujets-là. De ton côté, qu'est-ce qui t'a amené à cette prise de conscience, à la fois pour toi et pour ton organisation ? Moi, ma prise de conscience, elle a été très individuelle, en fait. Et pourtant, j'ai fait ce DU d'intelligence collective. Donc, mais cette réflexion individuelle a amené à cette envie de collectif. Je dirais que c'était une prise de conscience que l'humain est au centre et que les relations sont au centre et qu'on ne peut pas mener un projet à bien si cette dimension-là, elle n'est pas respectée, elle n'est pas choyée, elle n'est pas au centre des préoccupations. Donc c'est ton expérience d'être partie prenante de ces grands projets-là avec la sensation que l'humain n'avait pas finalement la place qu'il méritait dans l'envergure qu'il aurait pu apporter au projet. Je ne sais pas si c'est exactement ça, mais en tout cas, c'est une envie de remettre la compétence au centre, de s'enrichir le plus possible des relations qu'on peut avoir sur des projets. Tu as eu l'intelligence de comprendre qu'il y avait une richesse dans les relations qui n'étaient pas exploitées, j'ai l'impression. Ah, oui, il y a de ça, oui. Moi, la première, on n'exploite pas toujours... Enfin, exploiter d'ailleurs, le terme est licencieux. C'est vrai. On ne va pas toujours chercher la richesse qui est derrière chacun et chacune des collaborateurs avec qui on peut travailler. Et moi, la première. Donc ça, c'est quelque chose que l'intelligence collective permet de faire au travers d'ateliers, par exemple, de séminaires qu'on organise en intelligence collective. Et là, on cherche à maximiser le potentiel de chacun pour créer de l'émergence et pour trouver des solutions à des problèmes complexes, pour que chacun puisse exprimer aussi le meilleur de lui-même. Est-ce que tu parlais du diplôme universitaire que tu as suivi à l'université de Cergy-Pontoise? Étienne, tu en es un des cofondateurs? Oui. Le fondateur? Un des
fondateurs. Une personne au départ avec les fondateurs Olivier Piazza et Florence Domary de l'université Cergy Paris Université aujourd'hui. Ok. Ouais. Justement, c'était quoi l'intention de ce programme? Qu'est-ce que vous avez identifié comme étant justement ces compétences d'intelligence collective à transmettre et qui sont au cœur de ce que vous pouvez transmettre? L'intelligence collective, je le vois comme le résultat de processus d'interrelation, de travail ensemble, sans lesquels on n'a pas cette intelligence collective dont on a besoin dans les organisations au XXIe siècle, absolument. Qu'est-ce qu'on a mis comme ingrédient au départ? C'est des techniques, des postures, des façons d'être, de facilitation. C'est très important dans le programme. La capacité à faciliter des temps de travail ensemble, que l'on soit le leader d'une équipe, le leader d'un projet, des accompagnateurs à l'intérieur des organisations. Il y a des temps de facilitation qui sont très nécessaires. Autre mot-clé qu'on a mis dans ce programme, c'est agilité. Donc, on se prépare dans ce programme aux techniques d'agilité pour toucher le client, atteindre le client, satisfaire le client à travers des dynamiques collaboratives de co-design et de co-réalisation. Et puis, le troisième mot-clé qui a été mis au départ dans ce programme, c'est le mot de coaching. Coaching, cette capacité à accompagner l'individuel ou le collectif pour le faire grandir, pour que cet individuel ou ce collectif donne le meilleur de lui-même, selon ses désirs à cet individuel ou ce collectif. Voilà en quelques mots les trois mots-clés qu'on a mis au départ dans ce programme. Et 10 ans après, on a vraiment toujours les mêmes mots-clés, les mêmes... Et on ajoute, bien sûr, avec le temps, des approches nouvelles, mais c'est bien stabilisé aujourd'hui, 10 ans après, sur une pédagogie autour de ces mots. Et alors justement, ce qui nous intéresse, c'est aussi de comprendre, une fois qu'on a la théorie, comment ça se passe dans la pratique. Toi, Diane, tu as eu la chance de suivre ce DU, tu as expérimenté énormément de choses, que ce soit dans ton organisation ou dans le cadre de cette formation-là. Quand on s'est appelé pour préparer cet épisode, tu m'as parlé d'une initiative que tu as initiée, c'est le Forum Ouvert. Qu'est-ce que c'est qu'un Forum Ouvert? Qu'est-ce qui t'a amené à investir ce sujet-là? Alors, un Forum Ouvert, c'est un atelier qui permet l'émergence en responsabilisant chacun des participants au maximum. C'est-à-dire que les participants sont responsables de la constitution de l'ordre du jour de la réunion. On arrive... Le tableau est blanc. On constitue ensemble, en collectif, l'ordre du jour. Et après, on fait des groupes de travaux où il y a une personne qui a donné une idée. Chaque personne qui a donné une idée, par exemple, pour l'ordre du jour, va tenir le stylo pour son groupe de travail, au moins au début. Et après, libre à chacun des participants d'aller et de venir, de travailler sur tel sujet, de s'en aller sur un autre sujet, de prendre un café. Donc, on a des papillons, des bourdons, dans le vocabulaire de Harrison Owen, qui est la personne qui a conçu le Forum Ouvert. Donc, c'est vraiment un atelier disruptif. La co-responsabilité, pour le coup, elle est au cœur de la philosophie de cet atelier. Donc, c'est un truc très puissant, très novateur pour certaines entreprises, hein, faut être clair. Nous, on l'a utilisé dans un projet pour notre DU en hôpital. On avait fait un forum ouvert, les parties prenantes qui avaient été réunies, c'était les patients, les familles et les médecins, les soignants. Mmh. Et ça a été quelque chose d'absolument formidable. Bon, c'était pour résoudre un problème complexe de l'hôpital, une vision de l'hôpital, constituer une vision que l'hôpital voulait avoir sur un sujet. Et ça a été quelque chose de remarquable qui a été vécu par les participants comme... une grande libération et un grand moment d'écoute. On était tous très satisfaits. Hein. C'est un sujet qui va plaire à Valentine, qui s'intéresse particulièrement au sujet du soin. Ouais, ça s'attache beaucoup au sujet de la santé, du soin et aussi toutes les différents parallèles qu'il y a entre les transformations du travail et ceux de la santé. Et notamment, j'ai fait un épisode, 2 épisodes sur la santé au sujet à la fois de la médecine intégrative et de la médecine narrative. Et en fait, c'est très intéressant parce que ça rejoint un peu cette idée
d'embarquer toutes les parties prenantes autour du sujet de santé et en l'occurrence, comme ce que tu disais, de la vision de l'hôpital. Donc, je serais très intéressée d'ailleurs d'en savoir plus parce qu'il y a énormément de parallèles à faire et aussi dans la santé, il y a un vrai sujet de co-responsabilité qui reboucle aussi avec ce que tu disais tout à l'heure sur la connaissance et le savoir, parce qu'aujourd'hui, les patients ayant accès à beaucoup plus de connaissances et de savoir grâce à Internet deviennent eux-mêmes experts. Et change complètement la dynamique d'autorité aussi dont tu parlais par rapport aux professionnels de santé. Bref, je pourrais parler de ça pendant assez longtemps. Mais du coup, c'est formidable d'avoir ce genre d'initiative et de savoir, en fait, aussi, et nous, de pouvoir transmettre que ces choses se passent et que ça avance. Donc, merci de nous partager ça. Avec plaisir. Ce serait quoi les grands apprentissages, les grandes choses que tu retiendrais de ce projet en hôpital sur cette thématique de l'intelligence collective? Déjà, on a appris à travailler en équipe. Alors, c'est idiot, mais on était 4. 4 nanas avec des caractères intéressants, des boulots plutôt de leaders, hein. Des femmes de tête, habituées à avoir un certain leadership. Donc, voilà, on a travaillé en équipe, on a beaucoup apprécié cette expérience ensemble. On a trouvé des modes de fonctionnement, on a appliqué les conseils pour bien travailler en équipe en intelligence collective que nous donnaient nos enseignants. Donc, faire des tours de parole, par exemple, régulièrement, pour que chacun puisse exprimer, mettre sur la table ce qui lui a été, puis ce qui ne lui a pas été, et puis trouver des solutions collectivement. Des choses comme ça. Et c'est vrai que ça a été déjà un bel apprentissage. On croit toujours qu'on sait bosser en équipe. Et puis en fait, bosser avec tout le monde, n'importe qui en équipe, c'est très compliqué. Là, c'était une équipe qui s'est constituée pas par affinité, mais autour d'un sujet, autour de l'intérêt pour un sujet. Ce qui est finalement par extension la réalité de l'entreprise aussi. Hein. Pas forcément. Ok. Ouais. Pas forcément. C'est-à-dire que dans l'entreprise, effectivement, vous avez des collaborateurs. C'est vos collaborateurs, vous devez bosser avec eux sur un projet, ça arrive. Mais il y a des projets qui se constituent un petit peu autour de certains sujets avec des collègues choisis parce qu'il y a des affinités de travail, des personnes qui travaillent bien ensemble. Donc, du coup, on se dit, sur ce projet-là, ils ont les compétences. Pourquoi pas reconstituer le binôme qui a si bien fonctionné non ? Je ne sais pas ce que tu en penses, Étienne, mais... Dans la situation pédagogique, les étudiants ont la possibilité et sont amenés à réfléchir sur leur choix du sujet et aussi de l'équipe. Et donc, il y a un mûrissement de 3 mois entre l'entrée dans le programme et puis l'émergence des équipes et des sujets. Et dans ce temps-là, les groupes se font et se défont jusqu'à la stabilisation avec un plaisir à l'avance d'y être, à la fois sur le thème et à la fois sur les collègues choisis. Mais ça, dans l'entreprise, on ne choisit pas avec qui on se trouve à travailler. C'est une situation un petit peu idéale qui est là et qui est une invitation à être, pour les managers à l'intérieur des organisations, à être plus attentifs à la construction des équipes en fonction des désirs d'apprendre des personnes et en fonction des interrelations et du plaisir à être ensemble. Et comment créer ce désir d'apprendre et ce plaisir à être ensemble, c'est ça la question que ce mûrissement amène à transposer du côté de l'entreprise. Vous, les managers, comment vous faites pour faire en sorte que les personnes aient envie d'être ensemble à réaliser des choses formidables? C'est très parlant de le présenter comme ça parce qu'on se rend très bien compte qu'effectivement, il faut savoir qu'il faut que l'individu ait conscience, comme tu disais au départ, de ce dont il a envie, de ce qui lui fait plaisir, des sujets sur lesquels il a envie de s'investir. Et de l'autre côté, d'avoir le manager qui est prêt à l'écouter, qui lui-même sait ce dont il a envie et besoin pour son équipe. Et c'est très circulaire. Absolument. Ben voilà, c'est ce qui veut dire que il doit s'établir une confiance, une confiance du manager vers les personnes de son équipe et des collaborateurs vers le manager. Et la confiance est un mot-clé de l'apprenance. C'est très très pertinent ce que tu dis parce que nous, encore une fois dans notre étude, il y a un mot qui est beaucoup revenu, c'est celui de la défiance.
entre les dirigeants et les collaborateurs. Et on a vraiment ce défiance-confiance est revenu énormément. Le besoin de confiance qui est clairement exprimé. Ouais. Avec vraiment la manière dont on nous l'a exprimé, c'est cette impression que ce sont deux mondes entre l'entreprise et les collaborateurs qui se confrontent en fait. Oui. Je ne sais pas comment toi tu... Le mot-clé est le mot de dialogue. La profondeur, l'importance du dialogue dans les organisations. Cherchons les situations où, à l'intérieur du fonctionnement de l'organisation de l'entreprise, semaine après semaine, à quel moment on est dans un vrai dialogue. Qu'est-ce que c'est qu'un vrai dialogue? Mais déjà, comment fonctionnent nos réunions? Et là, il y a de quoi casser déjà le fonctionnement général, je dirais, dans un grand nombre de situations. On est plutôt dans une verticalité avec un leader qui arrive avec l'ordre du jour et des participants qui parfois peuvent se demander pourquoi ils sont là, quoi, quel est le bénéfice de... Donc, s'interroger sur la qualité du dialogue et le début de la confiance, la profondeur du dialogue. Donc, ça veut dire, derrière dialogue, il y a le lâcher-prise du manager pour rendre possible l'expression des uns et des autres. Il y a l'écoute des uns et des autres. Il y a oser s'exprimer, oser dire des désaccords, oser traiter les conflits, les difficultés. Derrière ce mot de dialogue, je mets ce mot dialogue en avant parce que c'est la clé de la transformation des organisations. Étienne, il se trouve que tu es un faux retraité aujourd'hui, mais que tu as eu toute une expérience professionnelle en entreprise avant. Est-ce que tu saurais nous donner une anecdote que tu as vécue dans cette organisation, dans tes fonctions, autour d'un sujet justement de co-responsabilité? Est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais déjà? Ouais, j'ai passé toute une vie professionnelle et que je poursuis aujourd'hui en faux retraité sur l'accompagnement du développement de l'organisation, des équipes, des personnes. Donc, j'étais dans un grand groupe qui s'appelle Solvay. Et dans ce groupe, j'étais en charge de sujets comme la formation, les compétences, l'innovation. J'ai beaucoup travaillé sur l'innovation participative en particulier. Je passe jusqu'au sujet qui est apparu à un certain moment, développement durable. Voilà, un certain nombre de dynamiques de progrès engagées dans l'organisation sur lesquelles j'ai pu travailler. Alors, tu me demandes une anecdote, il y en a une qui me vient parce que Diane vient de parler de forum ouvert. Bon, j'étais à côté du dirigeant pour le groupe en France sur une bonne partie du groupe. Donc, 2 fois par an, il y avait des séminaires de direction que le dirigeant du groupe en France me demandait de préparer avec lui et avec toujours deux personnes parmi ces dirigeants du groupe. Voilà, c'est déjà du travail collaboratif pour concevoir, designer et co-faciliter ces séminaires de direction à l'époque. Vous savez, le forum ouvert que Diane vient de raconter, c'est pas né il y a 1 mois, 2 mois, 6 mois, non, 10 ans, 30 ans. Ça remonte à des années. Et la plupart de ces outils qu'on est en train d'évoquer, on les connaît. On connaît une belle gamme de méthodes, d'outils, de façons de travailler autres que l'autorité depuis des décennies. Je voudrais faire passer ce message-là et que ça vaut le coup de les relier pour faire grandir le travail ensemble dans les organisations. Mais je reviens à mon histoire pour dire que mon dirigeant me demandait donc d'organiser les séminaires de direction avec une 60aine de personnes à chaque fois pendant 2 jours. Dès qu'il est arrivé, je lui ai proposé le forum ouvert. Ah, le forum ouvert. Alors, je lui ai expliqué ce que c'était. Donc, toi, dirigeant, au lieu qu'on prépare pendant 2 jours, enfin, pendant le temps qu'il faut, on prépare l'agenda de ces 2 jours, on va arriver devant les 60 personnes, toi, le dirigeant,
et nous tous facilitateurs, et on va arriver en leur disant l'agenda est ouvert, on n'a rien préparé. En quelque sorte, on prépare un peu plus quand même. On prépare beaucoup, mais avec autre chose. L'impression de... Et alors, lui ce dirigeant qui était très, très ouvert et qui invitait à mettre en place des pratiques de travail ensemble plus avancées. Il me disait, non, c'est pas imaginable. Oh là là, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? Voilà. Et puis, ça a été comme ça pendant 7 ans. Voilà, il est resté à cette fonction-là pendant 7 ans. Mais tu n'as jamais lâché la proposition. Et 2 fois par an, je commençais la réunion avec lui en lui disant j'ai une méthode à proposer, c'est le forum ouvert. La dernière préparation que nous avons faite, j'ai fait la même chose. Je proposerais bien le forum ouvert pour la prochaine rencontre des dirigeants. Et le dirigeant m'a dit, allez, pourquoi pas? Et alors, comment ça s'est passé? Magnifiquement, bien sûr. Moi, j'ai une histoire différente. Je facilite dans mon entreprise en intelligence collective depuis que j'ai mon diplôme universitaire. Et j'ai fait un forum ouvert. J'ai proposé ce forum ouvert. J'ai proposé une journée de facilitation sur un sujet clé. Et j'ai proposé le forum ouvert. Et mon N+4 à l'époque était très inquiet, mais a dit OK. Confiance. Ouais. On se connaissait depuis 10 ans, on avait déjà bossé ensemble, mais quand même, grosse confiance. Et le jour J, on attaque le forum ouvert, et au bout d'un moment, il passe à côté de moi et il me dit « ça marche ton truc ». J'adore. Ouais. Justement, c'était la question que je voulais te poser. Diane, comment ça a été vécu justement ça dans l'organisation? Est-ce que tu as rencontré d'autres challenges? Comment les participants ont vécu cette expérience-là? Qu'est-ce que toi tu en as gardé? Moi, j'ai gardé le souvenir d'une belle journée qu'on avait beaucoup préparée. Une journée comme ça se prépare très en amont. C'est beaucoup de travail. En fin de compte, on était 4 à préparer ça ensemble. Et j'en ai gardé le souvenir de collègues très impliqués et qui ont apprécié le caractère disruptif de la journée. C'était à la fois d'être engagé différemment et de tester quelque chose de nouveau qui a fonctionné. Oui. De manière un peu plus large par rapport à cette expérience que tu as vécue, par rapport à ce que tu as étudié dans le DU, dans ce que tu as fait à l'hôpital, etc. Pour toi, c'est quoi les signaux à prendre en compte qui montre qu'il y a un besoin de travailler sur la co-responsabilité dans l'organisation? Alors ça, c'est une vaste question. Ouais. Étienne a souligné le dialogue. Alors, moi, je vais vous donner des petites références à chaque fois. Il y a le dialogue de Bohm, B-O-H-M, qui est un grand monsieur qui a fait une théorie sur le dialogue. Et c'est très intéressant de lire ça, parce qu'en fait, ça explique ce que c'est que le vrai dialogue. Il faut un bouquin pour l'expliquer. J'ai envie de pousser un regard là où il y a du frein ou là où il y a du moteur dans l'organisation. On vient de dire le dialogue. Observons l'organisation à travers ce qui se passe en termes de dialogue. Observons l'organisation en termes de ce qui se passe en termes de compétences. Les compétences, le partage des compétences, le transfert des compétences d'une personne à une autre à l'intérieur de l'organisation. Lorsque ça ne se fait pas, c'est dramatique. Par exemple, les seniors qui partent en retraite et leurs connaissances sont perdues. S'il n'y a pas un processus de transfert vers les jeunes qui gardent ces activités, qui ont ces activités à poursuivre. Donc, attention à ce sujet-là. Ouais, ça, c'est un sujet qui est très, très intéressant, le sujet des générations dans l'organisation. Comment est-ce qu'on fait du co quand on a des niveaux de seniorité et des niveaux d'engagement dans l'organisation qui sont peut-être très disparates? Comment on fait du co? Moi, j'ai l'impression que l'implication, c'est pas déterminé par l'âge. Moi, je travaille avec des stagiaires qui nous aident sur un projet, qui sont très impliqués. Ils ont 21 ans, 22 ans. Ils sont très impliqués. Et c'est vrai que... Je sais pas, je pense que c'est la façon dont on travaille avec les gens, en fait, qui est déterminante, non? Oui. Moi, c'est pas l'âge. J'ai envie de dire, la balle est dans le camp des managers, à eux de lâcher prise pour rendre possible l'expression des jeunes. J'ai une anecdote
comme ça. Il y a quelques mois, j'étais dans une entreprise qui démarrait un programme de formation. Il se trouve que les managers avaient eu peu de formation au management depuis des années. Bon, ça, je l'ai vu trop souvent. Il y a un manque de compétences en management en général, de connaissances sur le sujet par des personnes qui doivent exercer du management. C'est bien dommage. Et ce que j'ai observé dans la journée très, très ouverte dans laquelle on était, c'est qu'à un moment, les jeunes se sont révélés comme disposant des savoirs que justement les managers étaient en train de chercher à acquérir. Donc, c'est de la capacité à travailler ensemble, à partager les compétences, etc. Et assez rapidement, dans la rencontre, les jeunes ont pu dire « Ouais, ah tiens, mais ça, je connais, je l'ai appris à l'université ». Et ils avaient appris des techniques de dialogue, de travail ensemble, qui pouvaient être utiles à l'intérieur du fonctionnement des équipes. Là, le message, c'est vous, dirigeants, managers, il y a de la richesse chez les jeunes, que ça vaut le coup d'aller explorer avec quoi ils viennent et avec quel savoir ils ont. Quel est leur rêve d'apprendre aussi qui peut servir votre organisation? Merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez déjà partagé. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose avant de terminer cette passionnante conversation? Moi, au sujet des compétences, je voulais recommander la lecture d'un livre qui s'appelle « Les 5 disciplines » de Peter Senge. Voilà, je pense que Pourquoi c'est à lire? Qu'est-ce qu'on doit... C'est toute une théorie sur l'organisation apprenante, en fait. Étienne? Et moi, j'aurais envie de soulever un sujet qui est le bien-être au travail. Et je ne voudrais pas qu'on quitte cette rencontre sans évoquer le sujet du bien-être au travail, parce que, allez, je le pousse comme la responsabilité majeure du manager. D'abord, c'est sa responsabilité de manager d'assurer le bien-être au travail, c'est-à-dire l'attention aux conditions de travail, c'est-à-dire l'attention aux interrelations, au stress, et bien sûr des choses qui ne sont pas possibles, quoi. C'est le burn-out, le harcèlement, et tout ça, c'est la responsabilité numéro 1 du manager. Donc, avant de faire du travail sur l'intelligence collective, avant de faire du travail sur l'apprenance, ou disons que je ne le fais pas, moi, avant d'avoir exploré cette question, où est-ce qu'on en est de ces questions de bien-être au travail à l'intérieur de l'organisation? Parce qu'on ne peut pas construire quelque chose entre manager et collaborateurs sur des situations de graves difficultés. Et on sait qu'elles existent dans beaucoup d'organisations. Moi, je me demandais, en t'entendant, si introduire malgré tout de l'intelligence collective, ça ne permettrait pas des prises de conscience, justement, que ça ne va pas. Oui. Est-ce que ce n'est pas un processus itératif? Oui. Il faut que... Voilà, il faut en avoir la volonté, l'envie, il faut que ça déclenche. Bon, et puis il ne faut pas terminer sur une note négative, il faut aussi se dire que sur ce sujet-là, il y a beaucoup d'organisations qui mettent en place des formations à cette responsabilité du bien-être au travail. C'était vraiment passionnant cette discussion. On a eu les fondations sur le bien-être au travail et ensuite on est remonté sur tout ce qui peut... aider à mieux comprendre la co-responsabilité dans les organisations. Vous nous avez partagé beaucoup d'outils et de ressources aussi, qu'on mettra bien évidemment dans la description de cet épisode si vous voulez aller creuser. Je vous remercie vraiment pour cette discussion et on vous dit à bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir, merci. Merci beaucoup.